Bonjour et bienvenue sur ce canal. Je me nomme Bissek Emeline, je suis étudiante à l'École supérieure de journalisme de Paris en troisième année de licence. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un très grand homme qui a daigné nous faire l'honneur d'accepter une entrevue avec nous. C'est un guide, un père de famille et surtout, c'est le directeur du campus délocalisé de ESG en Afrique centrale et plus précisément au Cameroun. Je vous laisse le découvrir avec nous. Bonjour docteur, vous êtes aujourd'hui le directeur du campus délocalisé de ESG Paris au Cameroun. Comment en êtes-vous arrivé là? Quel est votre parcours? Eh bien, bonjour, merci pour votre préoccupation. Avant d'être directeur du campus du Cameroun, j'ai commencé par être enseignant à ESG Paris. J'ai enseigné à ESG Paris pendant pratiquement 7 à 10 ans. Et un matin, il fallait signer un partenariat avec un institut au Cameroun. Et comme je suis camerounais, et la direction m'a donc donné la mission, m'a confié la mission de venir implanter ESG Paris au Cameroun. D'abord dans le cadre de ce partenariat-là, qui a duré 3 ans, et par la suite, le conseil d'administration a décidé que ESG Paris devrait mettre une veilleuse sur cette coopération ou sur ce partenariat et de rattacher directement la branche Cameroun à Paris. Et c'est depuis ce jour-là que je n'étais plus le coordonnateur du partenariat, mais je suis devenu le directeur ESG Paris, campus délocalisé du Cameroun, et en même temps le représentant de l'école dans la région Afrique centrale. Être enseignant, était-ce réellement votre rêve? Sentez-vous que le métier que vous exercez aujourd'hui est votre vocation? Et évidemment, je peux dire que je suis né enseignant, pédagogue, puisque tout au long de ma carrière, après les études universitaires, j'ai commencé tout de suite par enseigner. D'abord pendant quelques années au secondaire, et puis au supérieur dans les universités et grandes écoles. Et maintenant, au niveau des écoles professionnelles, on ajoute un plus à la formation théorique que nous dispensons généralement dans le cadre des autres enseignements. Parce que à la base, je suis littéraire et c'est des enseignements purement littéraires, mais après, quand je suis allé en communication, c'est devenu un peu plus technique et avec le journalisme encore un peu plus professionnel. Donc, je suis dans mon rôle, je suis dans ma destinée, je suis dans ma vocation, je suis enseignant depuis la naissance parce que même mes jeunes frères, je tenais tout le monde par la main pour les cheminer à l'école. J'essayais par des conseils et autres, même au cadre de la famille, même au cadre de la communauté. Et donc, j'ai toujours joué le rôle de pédagogue, que ce soit au niveau des écoles, ou que ce soit au niveau de la vie sociale ou communautaire. Donc, je suis enseignant et fier de l'être. Bien. Avec le changement de direction au niveau du campus français, à quoi peut-on s'attendre au niveau des enseignements sur le campus d'Afrique et surtout du Cameroun? Fondamentalement, il n'y a pas de changement. Peut-être sur le plan géographique tout simplement. Mais les programmes sont ceux de ESG Paris, que l'on soit au Cameroun, que l'on soit au Maroc, au Sénégal ou dans tous les autres campus ESG dans le monde. Ce sont les mêmes programmes, ce sont les mêmes enseignements. C'est peut-être les formateurs qui varient d'un campus à un autre, mais c'est le même diplôme. Les diplômes sont délivrés par ESG Paris au terme des évaluations. Donc, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, quand on a une mobilité, on peut avoir fait le semestre 1 à Douala, on va faire le semestre 2 à Casa, et puis on peut faire la licence au Cameroun, on va faire le master en France. Donc, il y a cette mobilité permanente. Et même, les étudiants de Paris, il n'est pas exclu qu'on voit les étudiants de Paris venir en stage au Cameroun courant 2025 ou 2026, suivant les nouvelles orientations du nouveau président qui a remplacé Guillaume Jobin. Donc, ça, en résumé, on ne peut pas dire au niveau de la formation qu'il y a une différence entre les différents campus ESG. C'est les mêmes programmes, c'est les mêmes contenus, les mêmes évaluations et le même diplôme. Bien, vous êtes donc un brillant enseignant et un brillant directeur. Alors, nous nous posons la question de savoir comment faites-vous pour concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale? C'est comme si vous vouliez me demander comment est-ce que le jour et la nuit se succèdent. Et c'est tout simplement une
une organisation, une discipline de la vie. Alors, je vais à mes occupations professionnelles, au même moment avec mes obligations familiales. Je veille sur ma famille, sur mes enfants, je veille sur l'éducation, sur leur santé, sur leur mobilité, sur leur présent et leur avenir. Au même moment, je prends sur moi de veiller, de faire le suivi systématique et rigoureux des programmes de formation. D'ailleurs que de temps en temps, il n'est pas exclu que dans certains enseignements que j'intervienne en team teaching, c'est-à-dire en collégialité. Il y a des cours pour lesquels je suis obligé de m'associer à un autre collègue pour me rassurer que c'est effectivement bien fait. Et donc, il s'agit tout simplement d'une organisation. Il faut avoir un emploi du temps, un timing qu'il faut respecter. Et quand on est à la maison, après le travail, on s'occupe profondément de la famille, des amis et tout. Et quand on est au travail, on s'y met et pour que tout aille avec une certaine rigueur. C'est tout simplement cette organisation. Il faut savoir être organisé tout simplement. Justement, docteur, en parlant de votre vie personnelle, nous avons cru comprendre que vous êtes père d'une enfant drépanocytaire. Comment votre vie a-t-elle été impactée depuis le diagnostic de cette maladie et qu'est-ce qui a changé pour vous? Oui, j'ai un enfant qui est drépanocytaire et il faut savoir que quand on est dans cette situation-là, les habitudes, la vie, l'organisation changent systématiquement. Et puis, quand on a un enfant qui est dans cette situation-là, on est permanemment sur le qui-vive. Parce que fondamentalement, il y a des crises qui surviennent de manière sporadique et il faut toujours être à côté, il faut le suivi. Donc, à tout moment, on peut partir de ses occupations professionnelles pour aller au chevet du malade. Et à tout moment, il faut se rassurer que les médicaments sont là, le suivi, à tout moment. Donc, en fait, quand on a un cas comme celui-là, on est plus que jamais sollicité. Et personnellement, quand vous vous retrouvez dans une situation qui est comme la mienne, vous êtes obligé d'avoir l'oreille en alerte. C'est-à-dire que même quand il faille que je me déplace, je mets un dispositif en place de relais qui me permettent de savoir que tout se passe dans de bonnes conditions. Et puis, je reviens incessamment. Et ça nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de cœur, beaucoup d'affection, beaucoup de patience, beaucoup d'organisation. Mais je veux sincèrement dire que quand vous êtes père d'un enfant drépano, votre vie n'est que tension et instabilité. Justement, en parlant d'organisation et de travail, et toujours dans ce cadre familial, est-ce que la maladie de votre fille vous a déjà contraint à renoncer à certains projets professionnels ou certaines opportunités? Oui, cela va sans dire. Quand on a un cas comme celui-là, on ne peut pas avoir les mêmes agissements qu'une personne qui est entièrement dans une situation contraire. J'ai dû, tout au long de ma carrière, renoncer à certaines propositions ou à certaines promotions, surtout lorsqu'il m'arrive de me déplacer pour de longs mois ou de longues semaines. Quand je ne suis pas sûr du suivi de l'enfant, je préfère renoncer parce que rien ne vaut la santé, rien ne vaut la vie. Et je n'ai jamais été sûr que quelqu'un d'autre puisse assurer son suivi comme moi. Bon, j'ai des frères, j'ai la famille, j'ai tout, mais personne, je dis bien personne d'autre, ne peut avoir autant de patience, autant de crispation, autant d'angoisse, autant de pression que moi. Et au même moment, il faut mobiliser des ressources et attendre pour intervenir chaque fois que besoin se fait sentir. Parce que sinon, à tout moment, ça peut passer au vinaigre. Et pour être dans cette situation-là, c'est pour ça que j'ai parlé du qui-vive tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai parlé d'instabilité, c'est pour ça que j'ai parlé de tension. Donc, sincèrement, j'ai dû renoncer à beaucoup de projets qui devraient me rapporter beaucoup d'argent. Si je parle seulement en termes d'argent, peut-être qui devaient me propulser sous d'autres cieux, en train de peut-être améliorer le statut social et autres. Mais pour ma part, rien ne vaut l'enfant, rien ne vaut la vie. Je ne peux pas sacrifier la famille au profit du matériel. Et en cela, je me contente de ce que j'ai au Cameroun. Je me contente déjà de ce que je fais. Et Dieu merci.
les responsabilités, la confiance que Paris a placée en moi me donne autant de possibilités de liberté de m'occuper de mes enfants en général et surtout de mon enfant qui est drépano. Ce n'est pas une situation facile, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Waouh, eh bien quel homme, docteur. Franchement, vous nous impressionnez énormément. Et justement, nous voudrions vous demander si vous avez quelques conseils à adresser à des jeunes parents, des jeunes couples qui, comme vous, se retrouvent dans la même situation, parents d'enfants drépanocytaires et qui ne savent pas vraiment comment prendre la chose ou gérer. Il faut déjà leur dire que être parent, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de passion. Être parent d'un enfant drépano, lorsque c'est le cas, il faut se sacrifier pour cet enfant. On ne vit que pour cet enfant. On a des aspirations que pour cet enfant. C'est-à-dire, cet enfant doit être au centre de vos préoccupations. Tout ce que vous voulez faire, il faut d'abord vous poser. Et l'enfant devient quoi? Et l'enfant mange quoi? Et comme c'est des cas assez délicats, il faut mieux gérer leurs caprices. Parce que c'est des gens qui sont très intelligents, mais qui ont aussi beaucoup de caprices. Et puis, c'est même la nature de la maladie. Parce qu'il suffit tout simplement qu'un enfant vous demande quelque chose que vous n'acceptiez pas, et que cet enfant devienne coléreux, et tout de suite, les crises sont là. Et quand les crises sont là, ce n'est plus une affaire de 2 000, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 20 000. Et donc, pour éviter donc de temps en temps se retrouver dans une situation comme celle-là, il vaut généralement mieux de céder à leurs désirs, à leurs désirata, à leurs caprices, même si c'est des caprices, pourvu que vous ayez la paix, pourvu que vous bénéficiez des moments de clémence où l'enfant n'a pas de crise, et surtout l'accompagner dans ses activités. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des moments où cet enfant ne peut pas aller à l'école. Ils ont une scolarité en dents de scie à cause des crises. Bon, l'enfant peut faire une semaine à la maison, 2 semaines, 1 mois, 2 mois plus moi. Il arrive souvent que mon enfant ait 2-3 mois de crise. Et l'enfant est donc bloqué à la maison, entre hôpital et maison. Il faut donc trouver des moyens supplémentaires d'accompagnement. Moi, par exemple, j'ai été obligé de mettre la fibre optique. Il y a Internet 24 heures sur 24 chez moi, avec un bon débit, pour permettre à l'enfant, quand les crises diminuent d'intensité, de faire des recherches sur Internet pour compléter les enseignements que ses camarades reçoivent à l'école. Au même moment, il faut mettre les moyens pour faire des photocopies, il faut aider à recopier les cours, il faut être à côté, apporter le réconfort, lui rassurer que ce n'est qu'une maladie comme les autres, une maladie certes qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais qu'on peut vivre avec cette maladie jusqu'à la vieillesse, jusqu'à 50, 60, voire même plus, 70 ans, pourquoi ne pas, j'en connais des cas. Et donc en Afrique, nous en Afrique, normalement l'espérance de vie c'est 50 ans. Quand vous avez 50 ans, on dit que vous avez déjà mis trop long. Donc si on peut avoir 60 et 70 et plus, pourquoi pas. Donc c'est l'enfant drépano, quand vous en avez, il faut vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Il faut se substituer à l'enfant, il faut vivre cet enfant, parce que quand mon enfant a des douleurs, je les ressens plus que cet enfant-là. Donc, il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas les rejeter, bien au contraire, embrasser-les, donnez-leur tout votre amour, toute votre affection. Et ce n'est qu'en le faisant, par cette psychologie, par cette prise en charge, que vous arriverez à assurer à votre enfant un épanouissement malgré l'handicap de la maladie. Très bien reçu, docteur. Tout à l'heure, vous avez parlé d'aspiration. Et justement, nous allons chuter dessus. Quelles sont vos aspirations pour l'année qui vient juste de commencer, 2025? Déjà, premièrement, sur le plan personnel et ensuite sur le plan professionnel. Ah oui, aspirations personnelles. Je confonds les aspirations personnelles aux aspirations professionnelles. Bon, disons que je dois asseoir davantage la notoriété de l'ESJ au Cameroun. Je dois me rassurer en permanence que les étudiants sont bien encadrés, que les étudiants ont fait leur stage, que les étudiants achèvent bien leur mémoire d'études. Je dois me rassurer que le chronogramme académique est bien respecté.
je dois me rassurer et que sur le plan personnel, que mes enfants sont en bonne santé, qu'ils poursuivent leur scolarité en bonne et due forme. Je dois également assister ma mère qui vit encore et mes frères qui en ont besoin. Et je dois aider ma communauté dans l'ensemble, où je suis grand notable dans mon quartier, dans ma communauté, à assurer le développement économique, social et culturel. Je dois, au regard de la nouvelle politique de l'ESJ, qui me confie encore beaucoup plus de responsabilités, parce que la nouvelle direction semble élargir le spectre jusqu'en Afrique de l'Ouest, parce qu'avec le prédécesseur président de l'ESJ, je semblais être Monsieur Afrique de l'ESJ Paris. Et comme je suis Monsieur Afrique de l'ESJ Paris, la nouvelle équipe s'appuie sur mon expérience de terrain, et sur ma disponibilité, sur mon organisation, pour que à partir de 2025, c'est l'année qui vient de commencer, 2026, que le volet d'ouverture, que l'internationalisation de l'ESJ Paris en Afrique soit un peu plus effective, nonobstant les moyens financiers qui font défaut. Mais nous allons trouver une péréquation entre formation, finance et démographie, afin que le paysage médiatique camerounais soit dératisé, afin qu'on ait des journalistes professionnels qui permettent de combattre au mieux la désinformation et si vous voulez, la désinformation, les fake news, et qui donnent encore un peu plus d'outils à ceux qui malheureusement n'ont eu qu'une formation dans l'État. Parce qu'à vrai dire, tout le monde n'a pas eu la chance de passer par une école de formation pour exercer dans le média au Cameroun. Et encore, c'est une lourde responsabilité qui incombe à l'État et aux patrons des médias de former leur personnel. Bon, et ce n'est pas fait. Donc au niveau de l'ESJ Paris aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les voies et moyens pour le faire. Et puis également, on a besoin des journalistes sportifs et nous allons travailler là-dessus. Voilà un peu les projets en cours. Merci encore à vous, Dr Kana, de nous avoir fait le privilège de répondre à nos questions et de nous édifier encore et toujours plus sur la vie en général et ses obligations. C'était donc Bissek Emeline pour vous servir et j'espère que nous pourrons très prochainement nous retrouver pour découvrir une nouvelle figure importante de notre pays. Merci.